my lord Anthony, you come before me as a suppliant. If you choose to regard me as such. I do. On your knees. How wrong I was. Dare ask the proconsul of the Roman Empire. I asked it of Julius Caesar. I demand it of you. By your authority as proconsul of Rome, you will cede to Egypt immediately the following territories: Judea, Jordan, Armenia, Phoenicia, the provinces of Sinai and Arabia, the islands of Cyprus and Crete. Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Nothing like this has come into Rome since Romulus and Remus. En 1960, Elizabeth Taylor accepte de jouer dans la méga-production Cléopâtre. Lorsqu'elle signe, elle ne se doute pas une seconde que ce film sera le plus gros projet de sa carrière et qu'il va passer, tout comme son héroïne, à l'histoire. When I am ready to die, I will die. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique, mais surtout ce tout premier épisode sur la carrière d'Elizabeth Taylor. J'ai attendu plus de 50 épisodes pour vous parler de cette actrice que j'adore. C'est l'une de mes actrices préférées et je suis très heureux aujourd'hui de vous en parler. Surtout que je vous parle pas de n'importe quel film, je vous parle de Cléopâtre. Je m'attends à un épisode assez long parce que vous allez voir que rien n'a été simple pour créer ce chef-d'œuvre du cinéma américain. Encore aujourd'hui, Cléopâtre reste la production la plus coûteuse de l'histoire, un casting immense, des décors immenses, des imprévus tout du long du tournage ont fait en sorte que le film a coûté très cher. Mais avant de parler de Cléopâtre, de la production difficile du film, dans quel contexte le projet arrive dans les mains d'Elizabeth Taylor? Because for me, there would be no love anywhere. Do you want me to die with you? Au milieu des années 50, les studios de cinéma perdent en popularité à cause de la télévision qui entre lentement dans les maisons américaines. À la télévision, on peut voir une panoplie d'émissions, de jeux télévisés, mais aussi des films datant de quelques années y sont présentés. Et déjà, en 1955, certaines compagnies de cinéma créent des films destinés au petit écran. Les grands studios comme la MGM par exemple, eux cherchent toujours à connaître d'immenses succès et c'est la même chose pour les acteurs et les actrices. Elizabeth Taylor, elle a bien compris le mécanisme du duel entre le cinéma et la télé. Elle en prend même avantage. Bien qu'elle apparaisse beaucoup moins au cinéma qu'à la fin des années 40, Elizabeth joue dans de plus grandes productions, des films à plus gros budget. Ça lui assure de garder son titre d'actrice de renom, mais aussi être moins présente au grand écran, ça rend impatient le public. Au milieu des années 50, Elizabeth Taylor, c'est la plus grande star de la MGM. Elle peut se permettre ce genre de choses. Elle n'a pas besoin d'apparaître à l'écran 2 fois par année, le studio le sait très bien, le public sera au rendez-vous, les profits seront énormes dès qu'un film avec l'actrice sortira. La preuve, en 1958, dans La chatte sur un toit brûlant, les Américains se précipitent dans les cinémas pour voir le nouveau film de Liz Taylor. 10 millions en termes de profit et le film est en nomination dans plusieurs catégories aux Oscars et Liz Taylor est une concurrente de taille pour le titre de la meilleure actrice de l'année. Le titre lui échappe par contre. Puis, au début des années 60, son contrat avec la MGM se termine. Vous serez pas surpris si je vous dis qu'à ce moment-là, quand tout le monde apprend que son contrat est sur le point de se terminer, tous les studios, tous les grands producteurs courent après la célèbre actrice. Mais en 1960, Elizabeth Taylor reçoit une offre qu'elle aime beaucoup. La Century Fox lui offre de jouer la reine égyptienne la plus connue, Cléopâtre.
Quand elle accepte de tourner le film, Liz Taylor ne sait pas que la production va durer des années et sera remplie d'embûches. You flatter me. My interest is impersonal. Should you have any intention... Now you flatter yourself. The fighting is over. Your country, your possessions, and you are mine by right of conquest. I will permit you to rule Egypt as a Roman province and return your possessions. There is one condition. You will first accompany me to Rome. Behind your chariot. Anthony, the love you followed is here. When I am ready to die, I will die. Il faut remonter jusqu'au début des années 50 pour entendre parler pour la première fois du projet de tourner un nouveau Cléopâtre. Ce serait le 4e film américain portant sur la reine égyptienne légendaire. Si les 2 dernières productions ont connu un beau succès, Waller Wanger, celui qui veut produire et diriger le film, veut un film grandiose. Un film qui rappellerait celui de 1917 mettant en vedette Theda Bara. Malheureusement, ce tout premier Cléopâtre est perdu à tout jamais. La copie originale a brûlé dans un incendie en 1937. Si l'histoire de Theda Bara, l'une des plus grandes actrices de son époque, dont on a très peu de traces aujourd'hui, vous intéresse, j'ai fait un épisode complet sur cette actrice. Waller Wanger veut rendre hommage à cette production perdue. Dans la version de 1917, on raconte qu'il y avait des milliers de figurants, des décors énormes, voire gigantesques, et que les costumes étaient les plus dispendieux au monde. Wanger veut la même chose, il veut faire la plus grosse production de son époque. Il se met alors à la recherche de l'actrice idéale pour jouer Cléopâtre. Alors qu'il regarde A Place in Sun en 1951, il tombe sous le charme d'Elizabeth Taylor. C'est elle qui jouera Cléopâtre, elle deviendra sa reine. Mais son projet est stoppé net le 31 décembre 1951 quand Wanger est arrêté pour avoir tenté d'assassiner l'amant de sa femme, l'actrice Joan Bennett. Il est envoyé en prison pour plusieurs mois et quand il en ressort, il veut toujours faire Cléopâtre, mais les moyens lui manquent et il le sait. Il va produire tout de même quelques films comme Invasion of the Body Snatcher et I Want to Live avec Susan Hayward. I Want to Live sera un immense succès et Hayward remporte le titre de meilleure actrice aux Oscars. Très rapidement après I Want to Live, Waller Wanger le sait très bien, produire une méga production de Cléopâtre est possible. Il envoie son projet à plusieurs studios et dans ses lettres, il précise que ce n'est pas une production normale. Il veut que ce soit un film gigantesque. L'idée de produire un nouveau Cléopâtre enchante pas tout à fait les studios. Ce serait encore une fois le 4e film sur l'Égyptienne, le public en a peut-être assez. Les studios se disent, on aura beau mettre tous les acteurs les plus populaires, le public sera peut-être pas au rendez-vous. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre le risque? Plusieurs se disent que non. En 1958, le producteur est toujours bien décidé à faire le film. Il ne se laisse pas décourager par les nombreux refus qui s'accumulent. Il contacte alors Elizabeth Taylor et son mari Michael Todd et leur parle de son projet. L'actrice est plus qu'intéressée. Elle se laisse séduire par les idées de grandeur du producteur qu'elle connaît bien puisqu'elle a beaucoup aimé I Want to Live. Très intéressée, Liz exprime au producteur son intérêt, mais c'est pas le bon moment. Elle est en train de tourner la chatte sur un toit brûlant et elle n'a pas la tête à penser au après. Le tournage est très difficile, le film est très lourd et pesant à tourner. Malheureusement, le tournage va devenir encore plus difficile quand Michael Todd décède tragiquement en 1958. Taylor refuse de prendre une pause du tournage et tourne ses scènes quand même. Une fois le tournage terminé, Elizabeth Taylor prend la décision de se reposer un peu et c'est tout à fait légitime. Wanger va voir la Century Fox pour leur parler de Cléopâtre. En 58, la Century Fox est financièrement
Dans le trou, comme on dit en bon québécois. Dans les dernières années, ils ont eu beaucoup de mal à se relever de leurs échecs et la télévision leur a donné un grand coup. Le studio entend le producteur parler avec passion de ce projet. La Century Fox n'a rien à perdre. Le studio propose alors à l'homme de tourner plusieurs grandes productions afin de ramener le public dans leur salle. Parmi ces productions, Wenger impose un film sur Cléopâtre. Maintenant que Waller Wenger a trouvé un studio pour réaliser son rêve, il doit passer à l'action. Malheureusement pour le producteur, Elizabeth Taylor n'est plus intéressée à tourner le film. Elle pleure toujours Michael Todd et est bien décidée à prendre une pause. En plus, en 1958, Taylor est encore avec la MGM et la Century Fox n'a pas l'argent pour effectuer un emprunt à un autre studio, surtout une actrice comme Elizabeth Taylor. Elle oblige alors Wenger et la Century Fox à penser à une autre actrice. On pense à Susan Hayward, très populaire à cause de I Want to Live, à Audrey Hepburn, une valeur sûre, Sophia Loren et Gina Lollobrigida. Les deux dernières actrices ne croient pas du tout au projet et se retirent elles-mêmes de la liste des potentielles actrices. Mais parmi toutes ces actrices, c'est Joan Collins qui est pressentie pour jouer le rôle titre de Cléopâtre. Dans les journaux, on annonce même que ce sera elle dans le film. À l'intérieur de la Century Fox, on lui fait faire des tests de maquillage, de costumes et même des tests de caméra. On lui fait jouer des scènes encore brouillons de Cléopâtre. Dans un coin, Wenger regarde tous ces tests se faire et est loin, mais très loin, d'être convaincu, tandis que les dirigeants du studio, eux, applaudissent Joan Collins. En cachette, Wenger se rend sur le plateau de Suddenly Last Summer en 1959 où il retrouve Elizabeth Taylor. Il la supplie dans sa loge. L'actrice accepte, mais à ses conditions. Elle veut un cachet de $1 million plus 10% des profits. Wenger convainc par la suite le studio qui accepte à condition que le contrat soit signé une fois que l'actrice ne sera plus sous la tutelle de la MGM. Le 15 octobre 1959, Elizabeth Taylor, devant des dizaines de journalistes, signe des feuilles blanches. Elle fait semblant de signer pour tourner Cléopâtre. 4 mois plus tard, l'actrice signe le vrai contrat, le plus gros contrat jamais offert à une femme. En plus de son cachet volumineux, elle y fait ajouter une clause, le format de l'image, le Todd A0. Un format développé par son défunt mari Michael Todd, une image plus rectangulaire et surtout plus serrée. La Century Fox ne pouvait pas refuser cette condition, sinon Elizabeth créait un éclat médiatique et quittait la production. En échange du format de l'écran, la Century Fox impose à Taylor que le tournage se fasse en Europe. Mais l'actrice n'est pas très enthousiaste. Elle est de santé fragile. Le climat plus froid, plus instable pourrait lui être problématique. Après plusieurs négociations, elle comprend qu'elle ne va pas gagner ce débat et accepte finalement le tournage en Europe. En septembre 1960 commence le premier tournage de Cléopâtre, avec un Waller Wenger plus qu'heureux de voir Elizabeth Taylor dans les premiers costumes de la reine égyptienne. Les premières scènes sont tournées en Angleterre. Les journées sont très humides, atteignent les 40 degrés et quand le soleil se couche, la température se refroidit à une vitesse folle. Malgré toutes ces précautions, Elizabeth tombe malade. Les médecins conseillent au studio de ne pas faire travailler l'actrice et pendant 2 semaines, elle est alitée. Elle ne peut pas se rendre en studio. Au bout d'une semaine, son état s'aggrave et elle fait de plus en plus de fièvre. Les médecins défilent devant l'actrice et aucune sait comment la soigner. Tous les médecins ont une solution différente, tout en sachant pas trop ce qu'a l'actrice. Puis on appelle Lord Evans, le médecin privé de la reine Élisabeth II. À son arrivée, le docteur est très brusque avec l'actrice qui fulmine contre l'homme. Elle fait 103 de fièvre. Lord Evans lui diagnostique une méningite. On l'emmène d'urgence dans un hôpital anglais avant de la ramener à Palm Springs afin qu'elle se repose. À Palm Springs, elle retrouve sa vie normale et sa santé prend du mieux lentement.
Elle ne veut pas retourner en Angleterre et demande à ce que le film soit tourné à Hollywood. Mais rien à faire, le film sera tourné chez les Anglais. Pendant qu'elle se repose sous le soleil américain, en Angleterre, Cléopâtre subit plusieurs changements. On change de producteur, les acteurs principaux sont eux aussi changés avant qu'un nouveau scénario voie le jour. Un scénario beaucoup plus long, près de 4 heures de film, une histoire approfondie et plus que détaillée. Des scènes parfois interminables, mais au pouvoir artistique aussi grand que le film. Le 4 mars, subitement, Elizabeth Taylor se sent très mal. Elle est emmenée par Eddie Fisher, son nouveau compagnon, à l'hôpital de Palm Springs, où on lui apprend qu'elle fait une très mauvaise pneumonie. On doit même l'opérer d'urgence. On lui fait une trachéotomie. Dans la presse, sans qu'on sache trop comment, on écrit qu'Elizabeth Taylor est morte, mettant ainsi Cléopâtre aux oubliettes. En sortant de l'hôpital, Taylor crée tout un choc uniquement en étant vivante. Quelle rumeur complètement folle, on ne sait colportée par qui. Le 14 mars, 10 jours après son opération, la Century Fox presse l'actrice de revenir tourner. Ses soins d'urgence ont coûté plus de 2 600 000 $ américains. Le tournage doit reprendre le plus vite possible. Taylor accepte, mais à condition que ce soit Richard Burton qui joue Marc-Antoine. Le studio accepte, tout comme l'acteur. À son retour en Angleterre, on informe l'actrice de tous les changements survenus pendant son absence. Les milliers de figurants, les scènes grandioses et tout le tralala qui a été ajouté. On lui apprend que tout est à recommencer à zéro. Wenger et la Century Fox ont décidé de tout supprimer les scènes tournées avant qu'elle ne tombe malade. Une décision qui enchante très peu Elizabeth Taylor. En plus qu'en 1961, elle remporte son premier Oscar pour La Vénus en vison. Après plusieurs années à être pressentie au titre, enfin elle remporte la fameuse statuette. Elle est ensevelie sous les offres, les contrats et elle a vraiment pas besoin de tout recommencer le film. En septembre 61, l'actrice est enfin prête à recommencer le tournage du film. Elle voit défiler les 79 plateaux de tournage, sa 60aine de costumes et les premières scènes, nouvelles scènes plutôt, sont tournées. Le 22 février 62, Elizabeth Taylor et Richard Burton se retrouvent sur le même plateau pour la première fois. Wenger écrit dans son journal qu'un courant très fort est passé immédiatement entre les deux acteurs. Rapidement, les médias font circuler la rumeur que Burton et Taylor vivent une romance. Burton étant déjà marié et Taylor en relation avec Eddie Fisher, ces articles font beaucoup jaser. Toutes ces rumeurs, qui ne sont pas totalement fausses, emmènent une très mauvaise publicité au film. Une rumeur de relations adultères et une mauvaise publicité qui sont amplifiées quand un riche homme d'affaires italien invite les deux acteurs à bord de son yacht. Dans leur chambre, l'Italien a installé des caméras et réussit à capter des moments plus intimes entre les deux acteurs. Elizabeth voit l'une des caméras et se met dans une colère folle. Burton, qui lui aussi est très en colère, va se battre littéralement avec l'Italien et tout ça va être rapporté dans les journaux. Une publicité très très mauvaise à la fois pour Taylor et Burton, mais aussi pour Cléopâtre. En mai 62, la grande majorité des scènes ont été enregistrées sur pellicule et il ne reste que les moments d'action qui seront tournés en Égypte à enregistrer. Après plus de 2 ans de production, le film touche bientôt à sa fin. En Californie, dans les principaux bureaux du studio, c'est la grogne. Tout est trop long. Ça fait plus de 2 ans que la Century Fox est en perte financière et les principales raisons de ces pertes, c'est le film Cléopâtre, mais aussi Elizabeth Taylor. Les dirigeants se rendent alors en Angleterre et posent un ultimatum. Le film doit être terminé le 30 juin 1962. Si, à cette date, le film n'est pas terminé, le tournage s'arrête brusque et les monteurs devront faire avec ce qu'ils auront. C'est dans la presse et l'agitation que toute l'équipe de tournage se rend en Égypte tourner les derniers moments. Mais Taylor ne peut pas rentrer en Égypte. Elle vient de se convertir au judaïsme et c'est interdit au pays des pyramides.
Après plusieurs jours de retard dus à des négociations, l'actrice peut enfin rentrer au pays et tourner ses dernières scènes rapidement avant de quitter immédiatement. Le 30 juin 62, pile à la date de l'ultimatum, on tourne les dernières scènes et le film est bouclé. Elizabeth Taylor, heureuse, regagne les États-Unis et peut enfin souffler. En août 1962, après un mois de repos, le montage du film peut enfin commencer. On développe alors les 630 000 pieds de bobine et on coupe rapidement les scènes ratées et les moments inutiles sous les yeux de Elizabeth Taylor. En septembre, le premier montage se termine. 5h20 de film. La Century Fox ne veut pas, trop long, ce sera un échec. Wenger propose alors de sortir le film en 2 parties. Mais le studio n'est pas très enthousiaste et craint que la romance qui continue de se développer entre Burton et Taylor affecte la popularité de l'une ou l'autre des parties. Liz s'oppose à cette proposition aussi. Elle ne veut pas que le film sorte en 2 parties. Elle n'aime pas cette idée et ne se voit pas faire 2 fois de la publicité pour un même film. En plus, elle craint pour le fil conducteur de l'histoire qui serait brisé par plusieurs mois d'intervalle entre les sorties. Puis une seconde version de 4h04 est montée. Elizabeth se réjouit, elle adore cette version. Mais en cachette, la Century Fox oblige le producteur à couper une autre heure du film, une version finale de 3h12. Taylor déteste, elle surgit dans les bureaux de la Century Fox en colère. Elle demande que le film soit remis à 4h04. Mais les patrons sont décidés, le film va durer 3h12. L'actrice ressort furieuse. Elle clame que le studio a coupé les plus belles scènes du film, l'essence même de Cléopâtre. Le 12 juin 1963, la première du film Cléopâtre se fait à New York. La publicité a été immense et à l'extérieur du cinéma, on installe un grand écran géant où 10 000 personnes entassées dans les rues regarderont eux aussi le film. Tous les acteurs y assistent, à l'exception des 2 principaux, Richard Burton et Elizabeth Taylor, qui refusent d'y assister, toujours très en colère à propos de sa durée. Elle ne se présentera pas à la première hollywoodienne aussi. Cléopâtre sera 9 fois nominée aux Oscars et remportera 3 prix. Elizabeth Taylor est nommée nulle part comme meilleure actrice. C'est l'incompréhension totale. Elizabeth Taylor en est dégoûtée. Au bout du compte, Cléopâtre aura coûté l'équivalent de plus de 400 millions de dollars et est toujours en 2023 la production la plus coûteuse de l'histoire du cinéma. À lui seul, le budget pour les costumes, les bijoux et tout ce qui englobe Elizabeth Taylor a été de plus de 2 millions de dollars. 65 costumes luxueux dignes d'une vraie reine. La célèbre robe dorée de 24 carats aura coûté à elle seule presque 100 000 $ et est vue que quelques secondes alors que Cléopâtre entre à Rome assise sur un sphinx immense. En plus, cette scène mythique de l'entrée à Rome a dû être retournée à plusieurs reprises. Des fans de l'actrice qui se trouvaient parmi les figurants se sont mis à crier « Liz, Liz » au lieu de Cléopâtre. Le nom de l'actrice s'entendait trop. À l'écran, la scène a dû être refaite. Elizabeth Taylor recevra près de 10 millions pour avoir tourné dans le film, l'équivalent de 70 millions en 2023. Tout comme Cléopâtre, Elizabeth Taylor est devenue une reine, l'une des plus grandes reines que le cinéma ait connues.
Merci d'avoir écouté Close Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.